Vous avez vu, c'est frustrant, on aurait envie d'en parler pendant des heures. Et le deuxième sujet est tout aussi passionnant. Je vous propose d'accueillir Philippe Bailly et ses intervenants pour parler de la réforme des droits d'auteur. Cédric, Xavier. Bienvenue messieurs. Alors effectivement, on va vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, puisque là, on va vous proposer un speed dating. C'est pas un exercice facile et pourtant aujourd'hui c'est un jour clé pour les droits d'auteur parce que ça fait des mois qu'on a essayé de faire bouger les choses et il y a eu un vote important sur la réforme des droits d'auteur aujourd'hui. Tu connais très bien le sujet Philippe, juste pour repréciser le jeu pour nos amis, donc vous aurez au pupitre 5 minutes et pas une seconde de plus pour aller défendre, et vous aurez un magnifique compteur à l'écran donc pour aller défendre votre propos en 5 minutes. Philippe, c'est à toi. Oui, peut-être avant de rentrer, de vous donner la parole pour ces 5 minutes chacun, quelques mots sur la blockchain appliquée aux industries culturelles, droits d'auteur, mais d'ailleurs un peu au-delà, sujet sur lequel donc NPA Conseil, la structure que j'ai créée il y a une vingtaine d'années pour travailler sur les sujets de digitalisation des industries culturelles, et j'arrête là l'écran de publicité. Donc il nous a semblé il y a plus d'un an déjà qu'un certain nombre d'attributs de la blockchain, la confiance, la traçabilité, l'inviolabilité, etc., s'appliquaient bien au sujet des industries culturelles, qui manquent parfois un petit peu de confiance dans leurs relations. Les annonceurs soupçonnent leurs prestataires de ne pas passer tout à fait autant de messages qu'ils devraient, en tout cas pas là où ils devraient, et qu'une partie des vidéos, par exemple achetées, soit vue par des robots. Les auteurs soupçonnent structurellement les sociétés auxquelles ils dévoluent leurs droits, de peut-être pas tout leur reverser, en tout cas pas suffisamment rapidement. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre la piraterie. Bref, ça fait au moins 3 points d'application et encore beaucoup plus de projets qu'on a eu l'occasion de croiser dans les entretiens les échanges qu'on a avec les industriels. Peut-être, et pour ne pas être trop long, là, vous donner la parole, 2 points simplement, ou 3 points qu'on en a retenus. Une première limite à date, la capacité de gestion du temps réel. Ça s'applique surtout à la publicité, qui, avec le programmatique, pratique l'enchère et la gestion en temps réel. Encore une fois, quand on a des technologies qui aujourd'hui ne savent pas gérer le temps réel, c'est une limite, mais certainement pas une limite définitive et éternelle. Deuxième aspect, c'est ce que les VC aiment bien appeler les problèmes de scalabilité, ou pour le dire autrement, la capacité à gérer et appliquer la blockchain à de très grands volumes d'informations et de très grosses bases de données. Et on s'est confronté, ou en tout cas on a été questionné plusieurs fois pour cet aspect. Troisième aspect qui là est un vrai message d'espoir, c'est que dans toutes les entreprises qui ont entamé et engagé des démarches sur des projets blockchain, tout le monde nous a dit, en plus de ce que ça sait faire techniquement ou de ce que ça fera demain techniquement, c'est un formidable moteur de mobilisation et d'accélération pour la transformation des entreprises. Et rien que pour ça, cette journée et ce moment se justifiaient. Alors peut-être on fait plouf-plouf pour savoir à qui on donne la parole en premier. Est-ce qu'il y a un volontaire? Le plus près du pupitre. Xavier. Donc 5 minutes pour défendre ce que fait la SACEM en termes de vision. Qu'est-ce que la blockchain peut apporter? Bonsoir à tous. Donc, en quelques mots, la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société civile à but non lucratif qui appartient à ses 164 000 membres en France et à l'international. Elle fonctionne un peu comme une coopérative avec 3 missions qui sont de protéger et défendre ses membres, collecter et répartir les droits d'auteur et promouvoir et soutenir la création. Fort de son expérience en fait sur les droits d'auteur, la SACEM, et également aussi de son histoire, plus de 150 ans d'existence, est habituée à l'ensemble des ruptures qui peuvent arriver sur le marché de la musique et sur les modes de consommation. En s'intéressant donc du coup au potentiel des technologies émergentes, dont la blockchain est le projet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas familiers en fait, avec l'environnement merveilleux de l'industrie musicale, en fait, il existe 2 mondes. Le monde des œuvres, en fait, dont les fondations sont assurées par les auteurs et les éditeurs et qui utilisent la plupart du temps un standard qui s'appelle l'ISWC pour identifier les œuvres.
De l'autre côté, il y a le monde en fait, des artistes et des producteurs qui, eux, vont utiliser un code international qui s'appelle l'ISRC pour identifier ce qu'on appelle les enregistrements, les différents enregistrements de cette œuvre. Malheureusement, en fait, même si ces deux mondes sont en fait, liés comme les deux bras d'une même personne, ce lien est souvent rapidement perdu pour l'industrie musicale. En fait, le standard qui ferait qu'un lien ISWC-ISRC existe, en fait, n'est pas un standard de l'industrie. Du coup, de nombreux acteurs vont tenter de refaire ce lien. Et comme il a été expliqué, souvent, en fait, les acteurs n'ont pas confiance en la manière dont les autres acteurs font le nœud entre ces deux mondes. Donc c'est exactement ce sujet qu'on a essayé d'adresser. Alors évidemment, il y a des projets qui essayent de récupérer ce lien au plus tôt, mais évidemment, les habitudes sont un peu difficiles à changer et c'est inefficace. Évidemment, on aurait pu se penser à une base centralisée où on aurait créé des nouveaux nœuds et les imposer à l'industrie. Évidemment, ça c'est totalement inefficace également. Donc nous, on s'est dit, il nous faut un projet avec une technologie en fait, qui arriverait à relier en fait, les différents nœuds des différents acteurs et de créer cette confiance. Alors évidemment, la solution qui nous a semblé assez évidente, c'est la blockchain. C'est comme ça qu'en fait, on a lancé il y a 2 ans notre projet qui s'appelle Elixir et dont je vais vous faire part de certaines observations. La première, donc, on a lancé ce projet international donc avec nos équivalents de la PRS du Royaume-Uni et de la SCAP américaine. Évidemment, puisque faire un projet de blockchain seul dans le contexte que je vous ai expliqué avait évidemment très peu de sens. Donc on a lancé ce projet et évidemment, on a fait part, on en a été confronté à certaines difficultés sur la technologie. Donc, la blockchain, malheureusement, on nous avait dit ça, mais ça ne résout pas les problèmes de gouvernance. Donc, entre les Anglais, les Français et les Américains, il y a eu beaucoup de discussions et ce n'est pas la technologie qui apporte cette solution. La deuxième, elle a été aussi évoquée, c'est une question de maturité de cette technologie, et nous, on a eu besoin de 3 phases pour bien l'appréhender. La première, on fait des tests à petite échelle et on s'est dit, ah là là, c'est génial, ça fonctionne vraiment bien. Deuxième phase, on a testé tous les dysfonctionnements de la blockchain, notamment donc, ce qui a été évoqué, des problèmes de scalabilité. La SACEM, c'est plus de 4000 milliards d'actes qui sont traités chaque année. Et si à cela, on ajoute des smart contracts qui font autre chose que des divisions et des multiplications, et tout de suite, la technologie atteint certaines limites actuellement. Évidemment, c'est quelque chose qui évolue énormément. Donc aujourd'hui, on est dans la 3e phase de cette étude. Donc cette fois, je pense qu'on aura des résultats suffisants, enfin probants, et qui vont pouvoir apporter l'intérêt suffisant à l'industrie, notamment parce qu'on va utiliser, donc on ne peut pas attendre 20 ans que la technologie soit suffisamment mature, donc on va utiliser cette technologie pour ce qu'elle sait très bien faire actuellement, donc la notarisation, et utiliser d'autres technologies plus sophistiquées pour tout ce qui est complexité. Et l'idée, c'est de faire fonctionner tout ça pour justement apporter ce nouveau service à l'industrie et aussi apporter de nouveaux services à nos membres. Avant ou après 2022, puisque ça a l'air d'être l'étalon? La phase 3 devrait se terminer avant 2022. Et donc, j'espère que j'aurai encore 5 minutes pour pouvoir vous en parler d'ici quelques mois. En tout cas, on aura l'occasion de pouvoir poursuivre la discussion, puisque après cette soirée, nous aurons la chance d'avoir un petit cocktail. Vous avez fait mieux que 5 minutes, c'est magnifique. Bravo, on peut l'applaudir. Est-ce qu'au-delà de 2022, Philippe, tu as une question pour la SACEM ou c'était parfaitement clair? C'était relativement clair, peut-être simplement sur le phasage des différentes étapes et ce que ça sait faire aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes et le moment surtout où vous allez le délivrer à l'industrie. Oui, donc comme je vous disais, on a eu 3 phases. Donc la première phase a été vraiment une phase d'expérimentation. On a mis 25 000 œuvres dans la blockchain qu'on a partagées entre nos 3 sociétés. Ça s'est très bien passé. Du coup, on a voulu tester la scalabilité de la blockchain. Et là, on est parti sur 4 millions d'œuvres à partager et des smart contracts extrêmement complexes pour identifier les rapprochements. Là, on a vu justement donc, les limites. Et donc aujourd'hui, on est actuellement en phase 3 qui devrait se terminer donc, cette année. Où je vous dis, on a restructuré l'organisation en utilisant la blockchain pour ce qu'elle savait bien faire actuellement et d'autres technologies pour assurer les parties un peu plus complexes. Donc cette année, normalement, on devrait commencer à en discuter un peu plus profondément avec l'industrie.
les musiques de campagne des candidats aux municipales seront jouées sous le contrôle de la SACEM. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? Cédric, deuxième jeu. Allez, c'est à vous. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonsoir. Je vais vous parler de la société qu'on développe en ce moment, une start-up qui s'appelle iCast. Et je voudrais surtout vous parler de contenu, notre patrimoine culturel aujourd'hui, de ce que représente la culture. La vidéo est le contenu qui est le plus utilisé et distribué aujourd'hui dans le monde digital, que ce soit des films, des séries, des news, etc. Et on s'est rendu compte, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, qu'il y avait un problème majeur aujourd'hui sur cette matériel de base, c'est qu'on ne savait plus aujourd'hui déterminer ce qui était vrai de ce qui était faux, les fameuses fake news. On ne savait pas aujourd'hui, lorsque je fabrique quelque chose, où est-ce qu'il allait se terminer. Il peut se retrouver sur des plateformes de partage, illégales, légales, etc. Et troisièmement, on ne savait même plus exprimer la valeur d'un contenu. Et donc, derrière, comment canaliser, lorsqu'il y avait une monétisation, cet argent vers les bonnes personnes. Donc, en fait, on est en train de parler de traçabilité de quelque chose qui est un peu intangible, qui est un message, qui est une œuvre, qui est une expression culturelle. Et donc, on a construit iCast avec cette idée de base de dire, on a découvert une technologie comme la blockchain qui nous permet d'ancrer, de certifier des choses de façon inaltérable. Alors, si on pouvait aujourd'hui avoir un système qui est capable, dès la fabrication d'un contenu, je vais prendre une news évidemment comme exemple, donc de savoir qui est derrière, qui l'a fabriqué, dans quelles conditions, si on était capable de savoir après, lorsque ce contenu était partagé quelque part, sous quelles conditions, si on était capable de savoir lorsque vous le consommez, comment vous le consommez, combien de temps, eh ben on a réussi à faire un système complet depuis la création jusqu'à la consommation et donc la rétribution de la valeur qui a été créée derrière. Donc ce système ne peut exister que parce qu'il y a la blockchain aujourd'hui comme outil technologique, mais par le fait qu'on arrive à faire le lien entre des créateurs, des diffuseurs et des consommateurs avec un vrai contrat de confiance. Donc c'est quelque chose qu'on a construit petit à petit avec dès le début une implication de toute notre industrie. On a développé ça avec des chaînes de télévision, on a le support d'Arte, de France Télévisions, maintenant de M6, d'agences médias, de studios de cinéma, de plateformes, avec cette idée de pouvoir avoir dans une blockchain qui est publique. Donc on a fait le choix de mettre entre les mains d'une organisation complètement décentralisée le fait que je suis sûr de qui a fabriqué, dans quelles conditions un contenu, jusqu'à ce que vous le consommiez. Donc c'est quelque chose aujourd'hui que nous, on a mis en bêta-test sur différents types de plateformes vidéo. On parle de plus en plus avec des éditeurs, que ça soit, parce qu'on parle beaucoup de vidéo, mais il n'y a pas que la vidéo, ça peut être aussi de l'audio, ça peut être des pages, donc des messages, avec cette volonté de l'ouvrir aussi à nos institutions. Donc on travaille avec les différentes institutions du monde du cinéma, mais aussi des médias, pour avoir une chaîne de traçabilité complète dans laquelle on partage aussi toutes les données. Donc on a la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'open data, donc d'ouvrir à des tiers ces informations et une vision complètement décentralisée et sans frontières de comment notre patrimoine culturel, né peut-être en France, se distribue pays par pays et comment il est consommé. Donc on a eu exactement les mêmes questions que Philippe soulevait. C'est bon, au début, quand on a commencé, on avait quelques milliers d'heures de contenu, donc un petit peu de tout. Petit à petit, on a eu de plus en plus de contenu avec une circulation, une redistribution sur énormément de plateformes. Donc on a commencé avec des plateformes complètement légitimes. Après, on a vu des contenus qui se baladaient sur YouTube, sur d'autres endroits. Donc on a développé une technologie qui permet de suivre vraiment cette information sur toutes les plateformes et de pouvoir être capable maintenant d'adresser et de stopper. On utilise nous aussi ce qu'on appelle des smart contracts, mais de stopper même une diffusion dès qu'on détecte qu'elle est anormale et d'alerter la personne qui a construit et fabriqué ce message dès le début. Donc c'est une volonté de faire un écosystème européen. On commence à travailler aujourd'hui avec l'Italie, avec la Belgique et d'autres pays pour avoir une solution qui sera open source sur une blockchain privée, complètement européenne, dans lequel on peut avoir aussi bien des journalistes que des gros studios de cinéma, que des plateformes et des chaînes de télévision, avec cette vision honnête, transparente, et en même temps une rétribution finale des revenus quasiment immédiate, grâce aussi à la facilité qu'a la blockchain de faire circuler de la valeur. Merci.
Peut-être une question. Vous, Oui. Acast, à part apporter la technologie, l'avoir développée, vous occupez quelle place vous êtes simplement un apporteur de technologie ou vous prétendez ou vous postulez demain à être le gestionnaire aussi de cette plateforme de sécurisation et certification de la circulation des contenus? Donc on a commencé en tant que fournisseur de technologies, ce qu'on appelle des protocoles. Donc on va appeler ça des bouts de technologie qu'on peut interfacer dans nos différentes plateformes. On a construit au-dessus de ça un certain nombre de services, donc des services de gouvernance. Donc comment on authentifie et on déclare que telle ou telle personne est bien la personne qu'elle prétend être. Donc on fait ça en tiers avec des institutions. On construit d'autres services à valeur ajoutée aujourd'hui, quelque chose qui paraît évident. À partir du moment où on a une grande quantité d'offres en termes de contenu et on a une grande demande, il ne faut pas être grand clair pour se dire qu'il y a peut-être une possibilité de faire une place de marché. Donc on travaille aujourd'hui sur une place de marché pour faire circuler des contenus que l'on pourrait licencier sur des temps très très courts. Dans notre marché, historiquement, on licencie des choses sur des temps très longs, 1 an ou 2 ans. Dans un environnement digital comme le nôtre, aujourd'hui, 1 an, 2 ans, c'est des éternités. On pourrait avoir juste envie d'acheter un contenu pour une soirée, pour une semaine. C'est ce qu'on permet de faire aujourd'hui. Donc là, c'est du service ajouté, mais toujours au-dessus de ces protocoles qu'on propose en open source pour faire rentrer le plus possible de différents intervenants dans la chaîne de valeur. Merci messieurs pour ces partages d'expériences passionnants.